C'est l'heure des informations suspicieuses de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le directeur de l'ANM a officiellement lancé les travaux de la Journée nationale de certification. Cette journée a pour objectif de mettre en avant la qualité des produits certifiés. L'événement a également vu la participation de nombreux acteurs, y compris des chefs d'entreprise. Dans notre société, la santé mentale est souvent reléguée au second plan face aux problèmes de santé physique. Pourtant, les deux sont profondément liés. Un esprit en détresse peut affecter le corps de manière silencieuse, provoquant des douleurs chroniques. Quel est l'impact du bien-être mental sur la santé physique? La réponse dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, l'opposante politique tunisienne Haï Moussi, présidente du PDL, a été condamnée ce jeudi à 2 ans de prison par la chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis. À nouveau, bonsoir. Le directeur général de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle de qualité a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle des travaux dans le cadre de la Journée nationale de certification. C'est une journée qui a pour but de mettre un accent sur les qualités des produits certifiés. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs, notamment des chefs d'entreprise. Suivons quelques propos. La politique nationale qualité du Bénin accorde une place de choix au système national de certification à travers les organismes nationaux étatiques et aussi certains organismes privés pour évaluer, surveiller, analyser, inspecter et aussi certifier la qualité des produits, des processus, des services sur toute l'étendue du territoire national par rapport à la conformité aux normes nationales et internationales. Ceci permet d'assainir le marché local, tout en protégeant la santé des consommateurs, mais également de rendre plus compétitifs à l'échelle sous-régionale et internationale les produits et services qu'offrent les entreprises béninoises. Aussi, tous les acteurs impliqués sont-ils appelés à jouer le rôle qui leur revient pour faire des objectifs de la promotion de la qualité, une finalité commune partagée par tous. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est la compétition et la clientèle, les utilisateurs, les usagers, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants avec la globalisation et la mondialisation d'une part, mais également le développement technologique faramineux qu'on connaît de par le monde. On est tenu, on est lié par certaines choses et ces exigences nous amènent à suivre des règles communes. Et ces règles communes sont celles qui nous conduisent à ce qu'on appelle aujourd'hui la certification. On doit pouvoir savoir qu'en mangeant quelque chose ici, on ne court pas plus de risques qu'en les mangeant ailleurs, en utilisant un produit ici, qu'on ne soit pas plus exposé à des déconvenus ailleurs. C'est vrai que les contextes technologiques sont différents, mais de plus en plus, ça se rapproche et ce sont quand même des dispositions communes de base qui sont exigées, sauf parfois lorsque certains plus malins veulent mettre des obstacles techniques au commerce. Et il faut aussi reconnaître qu'on n'exige pas la certification pour tout le monde. Il y a certaines dérogations, il y a certaines possibilités pour les gens de contourner. La plupart d'entre nous sont soit des start-up, soit des entreprises, des petites et moyennes entreprises, donc avec une capacité financière réduite. Les banques ne sont pas toujours enclins à nous accompagner à la hauteur de nos besoins, de nos attentes, on les comprend. Mais ce que coûte la certification, ce n'est même pas que ça. Parce que la certification, avant qu'elle ne soit donnée, il y a tout un process. Il y a des unités de production, il y a des normes à respecter. Et tout ça a un coût. Si aujourd'hui l'État se mettait comme incubateur de
quelques unités de transformation, notamment les transformations agroalimentaires, ça réduirait les coûts. Si aujourd'hui l'État commençait à subventionner et à nous accompagner au travers, par exemple, des banques d'État, ça aiderait beaucoup. Ce n'est pas la volonté qui manque, ce sont les moyens qui manquent. Dans notre processus de transformation, il nous est arrivé de rencontrer des fournisseurs qui nous ont exigé des certifications, des labels. Donc, dans tous les processus existants au Bénin, on nous a identifié l'ANM pour aller faire la certification de nos produits. Depuis qu'on a eu la certification, il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent facilement nos produits. Nos produits sont facilement exportés. Quand je dis exportés, il y a des Béninois qui achètent nos produits pour envoyer à l'extérieur. Avant, sans cette certification, ils n'avaient pas la possibilité de partir avec ces produits parce qu'ils s'étaient arrêtés à l'aéroport. À l'aéroport, quand on voyait ça, c'est quel type de produit, on mettait de côté. Mais depuis qu'on a eu la certification, donc bon, ils voyagent facilement avec nos produits. Autre volet de l'actualité, la santé mentale et la santé physique sont souvent perçus comme deux domaines distincts. Pourtant, de nombreuses recherches montrent qu'elles sont liées. Le stress, l'anxiété ou encore la dépression ne se manifestent pas uniquement dans l'esprit, ils peuvent aussi affecter le corps, affaiblir le système immunitaire. Quel est l'impact du bien-être sur la santé physique? La réponse dans cet élément. Il n'y a pas de bonne santé mentale sans les conflits. C'est la gestion des relations conflictuelles dans notre environnement qui nous donne cet équilibre mental. Lorsque ce doute prend le dessus des résultats escomptés, alors on est affecté négativement, on est découragé. Si on était physiquement malade, ça peut plomber notre état de santé. Mais si ce stress vient un peu comme pour nous booster, pour nous réveiller, pour nous dire attention, il y a problème, mais lève-toi, prends le dessus, bats-toi. Là, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie et on se relève et on va au combat avec cela. Donc oui, le stress affecte autant positivement comme négativement, mais c'est l'individu qui décide de l'interprétation, pour ne pas dire de la posture à donner au stress dans sa vie. La maladie physique, c'est-à-dire la souffrance somatique, la souffrance du corps, est aussi une autre entité carrément à part. C'est vrai que dans certains cas, il peut s'avérer que les deux vont s'allier. C'est-à-dire, une maladie physique peut déboucher sur un trouble mental et un trouble mental peut être aussi, on peut avoir comme conséquence d'un trouble mental certaines maladies physiques du fait de l'hygiène de vie, de l'environnement, du comportement, etc. Il n'y a pas de maladie physique sans douleur mentale. Nous annonce un pronostic genre de l'incurabilité de l'affection. Il n'y a pas de solution scientifique humaine pour guérir. Et quand c'est comme ça, souvent, ça vous plombe, tout de suite, ça vous relie à une douleur psychologique parce que la gestion va être à vie. Et donc, psychologiquement, c'est comme si on n'a pas d'ouverture. Et c'est la force mentale de l'individu qui va l'aider maintenant à pouvoir donner à l'organisme beaucoup plus d'éléments, d'outils, de répondants, d'énergie pour pouvoir surmonter les difficultés physiques sur ce plan-là. Et donc, c'est pas impossible, c'est bien possible, quel que soit le degré d'affection, quel que soit le niveau de la maladie. Faites, vous fonctionnez selon les limites de votre organisme, tout ce que vous pouvez mettre dedans comme exercice physique, mais pour l'entretenir de façon saine, alors vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez prêt à affronter toutes les épreuves. Plus vous prenez conscience de vos limites sur le plan mental, plus vous allez pratiquer une certaine hygiène de vie, c'est-à-dire vous allez rester à l'écoute de votre organisme et mieux vous allez aller. Et cela tient compte de tous les aspects de votre vie, autant sur le plan économique, autant sur le plan professionnel, sur le plan physique que sur le plan psychologique. Je peux même dire, j'ai dit professionnel, même pour les étudiants, plus vous aviez de bons résultats, plus vous aviez une bonne pratique pour étudier et tout ça, vous vous sentez bien, vous vous sentez capable d'entendre et d'écouter toutes les nouvelles notions. Mais moins vous
vous écoutez, vous adonnez à apprendre et que vous arrivez à assimiler, moins vous êtes prêt à écouter encore de nouvelles notions parce que vous n'êtes pas encore prêt à accepter. Ce qui est là n'est pas encore assimilé. Donc, tout ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est de rester à l'écoute de son organisme. C'est déjà créer ce lien entre le physique et le psychologique. Personnellement, personne ne peut le faire à votre place. Et tout part de là. Que vous réussissez dans la vie ou que vous échouez, c'est une décision que vous allez prendre. Mais cette décision est prise à partir des informations que le corps vous envoie. Dans un tout autre registre à présent, dans une posture qui rappelle celle de son premier mandat, Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangères et imposer des restrictions contre 7 autres États. L'exécutif américain qui mène une politique anti-immigration très restrictive motive l'inscription des pays concernés sur cette liste par l'absence d'administration efficace. Suivons ici l'analyse d'Amzat Abdoulaye, consultant géopolitique. Nous sommes en face à ce qu'on appelle le Trumpisme. Et le Trumpisme, c'est des décisions fortes, c'est des décisions souvent sur un coup de tête. Et je pense que Donald Trump, avec ce décret, ne dérobe pas à sa propre règle qu'il a fabriquée. Et je pense que cette décision a surpris plus d'un dans la mesure où, dans la liste de ces pays ou dans le lot de ces pays concernés, il y en a qui sont dans des situations critiques, situations de crise politique, situations de crise diplomatique, situations de crise économique et situations de blocage parfois à l'interne, ce qui alimente de grands déplacements et qui amène ces populations à immigrer parfois vers les États-Unis pour des raisons économiques. On ne sait pas si il y a un bien fondé réel entre cette décision que je qualifie moi d'arbitraire et sans vision réelle globale. Alors dans le lot des pays africains, on peut nommer le Tchad par exemple qui s'est vu imposer cette décision. Et dans un pays comme le Tchad ou un autre pays comme le Soudan, la Somalie, qui sont en réalité des pays en crise. Le Soudan d'ailleurs traverse une crise depuis plusieurs longs mois. Je pense que ça concerne essentiellement les passeports ordinaires. Or, les passeports ordinaires concernent la majorité du temps les opérateurs économiques qui cherchent des opportunités pour leur pays. Et je crois que ça aura donc un impact économique sur ce type de pays. Les États-Unis qui refusent d'octroyer le visa à ces pays, en quelque sorte, refusent de coopérer sur le plan politique et diplomatique avec ces États. Alors, ça reste complexe, mais je pense que sur l'échiquier politique et diplomatique, ça va se serrer. L'exemple du Tchad l'illustre très bien, puisque le Tchad a répliqué en imposant la même chose aux Américains. Donc, une faillite diplomatique à ce niveau. Alors, je pense que quelque part, il ne faut pas flageller Donald Trump, parce que Donald Trump est dans son rôle. Il a annoncé dans sa campagne qu'il va faire du Make America Great Again à travers son projet politique qui s'appelle le MAGA. Et dans ce projet politique était prévu la limitation de l'immigration aux États-Unis. Et dans cet ordre de figure, je crois que ce décret entre dans le cadre de tout ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire réduire drastiquement l'immigration, réduire les dépenses à ce niveau et faire en sorte que les Américains puissent se concentrer sur eux-mêmes et donc prioriser certains enjeux clés. Aujourd'hui, nous sommes face à une Amérique qui s'est renfermée. Ce n'est plus l'Amérique sous Barack Obama, encore moins sous George W. Bush ou encore sous Joe Biden il y a peu. Donc c'est une Amérique avec un nouveau visage, celui d'un État surtout qui est renfermé sur lui-même, d'un État qui n'acceptera plus tout le monde tant que vous n'êtes pas en règle. Ce qu'il faut comprendre ici,
c'est que l'idée ou l'assertion qui dit la peur c'est l'autre, l'ennemi c'est toujours l'immigré, c'est une vieille idéologie qui a été semée il y a longtemps afin d'instaurer un climat de terreur et de peur. Donc c'est peut-être ce qui est en train de revenir sous Donald Trump. Et je pense que la seule solution pour les États africains, c'est de comprendre ces enjeux mondiaux et de prendre des dispositions politiques, diplomatiques, économiques et sociales afin de contenir surtout leur jeunesse et surtout afin de trouver aussi d'autres options en termes de partenariat. Le Nigeria a célébré ce jeudi la journée de la démocratie, une date qui a marqué la fin des régimes militaires dans le pays. L'édition de cette année coïncide avec les 2 ans de gouvernance du président Bola Tinubu élu en 2023. Si le gouvernement met en avant plusieurs réformes, une partie de la population exprime son mécontentement face à la cherté de la vie et aux difficultés persistantes. Le reportage. Des Nigérians ont salué jeudi les 26 ans de régime démocratique ininterrompu dans leur pays. La journée du 12 juin, qui célèbre l'ancrage de la démocratie au Nigeria, a été cependant mise à contribution pour rappeler les maux qui gangrènent le quotidien des habitants. Des manifestants ont exigé que les autorités assument leurs obligations. Les Nigérians ne sont pas contents, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Je suis ici pour dire au gouvernement que nous avons faim, que nos poches sont vides, que nous ne pouvons pas nous payer l'électricité, que nous ne pouvons pas nous payer les transports, tout est cher. Les Nigérians sont donc descendus dans les rues à Lagos, Abuja et autres, sous bonne escorte policière. Une force publique qui n'a pas bonne presse auprès d'une population qui dénonce trop souvent sa brutalité. La raison pour laquelle la démocratie n'a pas été interrompue est que les gens sont pacifiques. Les gens sont compréhensifs. Ce n'est pas parce qu'il y a une démocratie. Tant de fois, le gouvernement en place continue d'utiliser la sécurité pour faire taire les demandes du peuple. La journée célèbre en réalité l'élection du 12 juin 1993, la plus transparente et la plus équitable de l'histoire du pays, annulée par le général Ibrahim Babangida. Il n'y a pas de démocratie au Nigeria. 26 ans après que la démocratie a été soi-disant restaurée, nous pouvons voir que toutes les libertés dont un peuple dans un pays démocratique devrait jouir n'existent pas au Nigeria. Il n'y a pratiquement aucun régime pendant ces 26 dernières années qui n'a pas sa part d'échec concernant les institutions démocratiques, que vous parliez du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire. Une déclaration qui exhorte les pouvoirs publics à plus de responsabilité, de transparence et d'inclusion, piliers essentiels d'une démocratie véritable. Les troupes sud-africaines déployées dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission régionale ont commencé à se retirer. La SADC a décidé en mars de mettre fin à sa mission militaire dans cette région après que 17 de ses soldats ont été tués dans l'escalade du conflit entre les forces gouvernementales et le groupe armé M23 suivant. Le premier groupe de soldats sud-africains déployés en République démocratique du Congo rentre chez lui. Ils étaient en RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe. Leur arrivée est prévue vendredi après-midi à la base aérienne de Bloemspruit à Bloemfontein. Ce retour marque la fin progressive du mandat de la mission de soutien en République démocratique du Congo, terminée en mars. Le ministre de la Défense accueillera les troupes à la base militaire de Tempe. Il tiendra également une conférence de presse. La Force nationale de défense sud-africaine a indiqué que le retrait se passe bien.
Quelques difficultés logistiques avaient été signalées auparavant. Au Tunisie, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé ce jeudi une peine de 2 ans de prison à l'encontre d'Abi Moussi, présidente du parti des Dousturiens libres. Cette décision intervient dans le cadre d'une affaire intentée par l'instance supérieure indépendante pour les élections à la suite de propos tenus par l'opposante au sujet des élections législatives de 2022. Le reportage. Un tribunal tunisien a condamné jeudi l'opposante Abir Moussi à 2 ans de prison dans le cadre de son procès pour des critiques contre la commission électorale du pays. Un verdict soutenu par un décret-loi présidentiel réprimant les fausses informations. La dirigeante du Parti constitutionnel libre a été condamnée alors qu'elle est en prison. Soupçonnée de provoquer le chaos dans le pays, Abir Moussi avait été arrêtée devant le palais présidentiel en octobre 2023. Plusieurs dirigeants de l'opposition tunisienne croupissent en prison. Le cas de Rached Khanouchi, d'Ennahda qui purge depuis février une peine de 22 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Des observateurs accusent le président Kais Saied d'utiliser la justice pour museler ses opposants. Des journalistes, blogueurs ainsi que des simples citoyens ne sont pas épargnés. Le terrible drame qui a touché l'Inde ce jeudi a fait au moins 265 morts selon un dernier bilan. Au décollage, un avion de la compagnie Air India en direction de Londres s'est écrasé quelques secondes après le décollage sur une zone résidentielle de Ahmedabad. Vishma Kumar Ramesh est l'unique survivant, c'est après moi. Le ministre indien de l'Intérieur a confirmé qu'un seul passager avait survécu à l'accident d'avion survenu jeudi. Après l'avoir rencontré à l'hôpital, Amit Shah a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il s'agit de l'une des pires catastrophes aériennes que l'Inde ait connues depuis des décennies. Les causes n'ont pas été immédiatement élucidées. Cet avion transportait 230 passagers nationaux et internationaux et 12 membres d'équipage. Parmi eux, il y a un survivant que j'ai rencontré. Une vidéo du crash montre l'avion avec le nez pointé vers le haut, s'enfonçant vers le sol avant de s'écraser contre un collège médical près de l'aéroport d'Ahmedabad, une ville de plus de 5 millions d'habitants et la capitale du Gujarat, l'état d'origine du Premier ministre Narendra Modi. Le processus de récupération de tous les cadavres est presque terminé et l'établissement des profils ADN des membres de la famille des victimes sera également achevé très bientôt. Les victimes dont les familles sont à l'étranger ont reçu des informations et dès qu'elles arriveront ici, leurs échantillons d'ADN seront prélevés et le processus de collecte des échantillons d'ADN des morts sera également achevé. Le bilan inclut des étudiants en médecine qui se trouvaient dans un foyer universitaire lorsque l'avion a percuté le bâtiment peu après le décollage. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.